provenance de la vieille Europe, mais aujourd'hui, seuls les bâtiments qui étaient occupés par les commerçants libanais résistent à l'usure du temps. En fait, les échos du spectacle qualitatif de l'artiste malvoyant Ouri Diallo, cet événement a connu une mobilisation de plusieurs mélomanes, tous unis pour la même cause, soutenir les personnes en situation de handicap. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, dans l'agenda du chef du gouvernement, Baouri a visité la maison régionale de la presse de Kankan. Sur place, les échanges ont porté sur les besoins d'équipement et autres services connexes. Le Premier ministre a répondu favorablement à toutes les requêtes avant d'appeler les hommes de médias de la région à plus de responsabilités. Les détails avec Thiernos Mandialo. Face aux journalistes présents à la maison régionale de la presse de Kankan, le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur les enjeux de l'immersion gouvernementale. Amadou Riba a expliqué la détermination du chef de l'État à promouvoir une gouvernance de proximité et à prendre en compte les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles évoluant à l'intérieur du pays. Les médias ne sont pas en reste. La mise à disposition de la maison régionale de la presse est une illustration de cette détermination à soutenir tous les acteurs de la vie de la nation dans leurs activités. Il faut retenir qui a eu l'initiative de vous permettre d'avoir une maison de la presse à Kankan. C'était son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais donc, vous voyez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a une certaine presse, dans certains médias, qui disent que le CNRD est liberticide. Donc, cette réalisation traduit effectivement le contraire. Parce que quelqu'un qui prend l'initiative de vous permettre d'avoir un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de travail, c'est parce qu'il accorde de l'importance au travail que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas des journalistes, pour la plupart d'entre vous, des médias publics. Vous êtes des médias privés, oui ou non? Donc cela traduit que la volonté du chef de l'État, c'est le développement de la presse libre, de la presse indépendante, quel que soit le statut public ou privé. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que dans certains médias, dès que les rapports que vous trouvez, c'est de dire il y a telle radio, dont qui ont été fermés, donc le gouvernement est contre la liberté de la presse. Ceci traduit le contraire de ce qui se dit dans certains médias, parfois internationaux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a également appelé les journalistes à travailler avec professionnalisme et responsabilité. Vous devez faire votre travail avec professionnalisme, avec rigueur, avec une vision critique. Ce n'est pas une vision pour dire tout ce que tel fait est bon ou tout ce que l'autre fait est mauvais. Dans chaque chose, il y a du bien, il y a du mauvais. Donc, la presse doit permettre à la population de décortiquer tout cela, de cerner ce qui peut être amélioré, ce qui doit être renforcé ou consolidé. C'est en cela que vous pouvez être une presse constructive et qui aura droit de citer et qui sera respectée. Sur les raisons de l'immersion gouvernementale, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est voulu précis, soulignant la vision du gouvernement pour un développement harmonieux de la Guinée, conformément au programme du CNRD. Maintenant, par rapport à la question d'immersion, c'est une occasion de venir et de rencontrer des endroits comme celui-ci et de s'en féliciter, qui va me permettre d'avoir des arguments lorsque certains vont écrire dans des rapports que le gouvernement guinéen est contre la liberté de la presse parce que 3 médias ont été, disons, suspendus, alors que depuis lors, il y a combien d'autres qui sont en train d'émerger, qui sont dans le bouquet Canal+. Il y en a plus de, à ma connaissance. Donc c'est pour dire que ça, c'est une première chose. Si je n'étais pas venu, je ne l'aurais pas su. Maintenant, l'immersion, c'est de ne pas venir et puis, comme croient certains, nous ne sommes pas dans le cadre d'une campagne.
Nous sommes dans le cadre d'une démarche critique par rapport à toutes les actions qui ont été faites jusqu'à présent. Critique, ce ne veut pas dire la négation, mais critique, c'est de vérifier est-ce que ce qui était convenu a été réalisé ou il y a eu des manquements. Se féliciter de ce qui est fait et déplorer ce qui n'a pas été fait, d'en tirer les leçons pour que ce qui doit être fait soit fait. Et puis, dans l'écosystème qui se met en place, prendre en compte les indispensables évolutions du travail gouvernemental dans sa globalité. D'autres choses, ça permet de rencontrer des femmes et des hommes de talent qui évoluent dans l'anonymat. De l'autre côté aussi, c'est de cerner les objectifs majeurs du gouvernement. Tout gouvernement a plus ou moins 3 ou 4 principes. D'abord, la question des infrastructures. Nous avons un devoir de faire des routes. Nous avons un devoir d'assurer la desserte en l'électricité. Nous avons l'obligation d'améliorer de manière substantielle l'adduction d'eau potable pour les populations. Nous avons de plus en plus, dans un contexte de modernisation, la nécessité d'assurer la connectivité. Il y a maintenant la question de la formation à la base, la question de la santé, d'où la nécessité de manière régulière d'aller vers l'intérieur, de ne pas s'enfermer, d'être en contact avec les populations, de savoir que, mais bon, pourquoi tel axe routier n'est pas développé? Qu'ici de Cancan, pourquoi jusqu'à présent on ne l'a pas fait, etc., etc. Ça fait remonter en selle des obligations, des urgences, des investissements prioritaires qui nécessitent d'être faits. Afin d'accompagner les journalistes à la maison régionale de la presse, le Premier ministre a mis à disposition des ressources financières pour équiper le site. Le gouvernement, à travers le ministère des Télécommunications, promet également du matériel informatique. 24 heures avant, le ministre de l'Information et de la Communication avait fourni du matériel de sonorisation et de la connexion Internet, des actions qui viennent répondre aux préoccupations exprimées par les responsables de la maison régionale de la presse de Cancan. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction pour nous et c'est un honneur aussi pour la presse de la région administrative de Cancan de recevoir le Premier ministre, M. Amadou Ouriba. Hier, c'était le ministre de la Communication qui nous a prouvé effectivement combien de fois il tient à la liberté de la presse en République de Guinée. Et aujourd'hui, le Premier ministre vient témoigner cela en nous montrant effectivement que nous sommes dans le processus de la refondation, parce que qui parle de refondation parle aussi de la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse, il faut nécessairement que ces journalistes soient dans les conditions les meilleures. Et le Premier ministre nous a prouvé cela en nous montrant la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à accompagner les journalistes dans le cadre du respect de l'éthique et de la déontologie. Donc nous sommes vraiment satisfaits et nous tenons à remercier le Premier ministre, M. Amadou Ouriba. D'autres préoccupations liées notamment à la formation des journalistes ont été exprimées. Le ministère de l'Information et de la Communication entend y faire face. Déjà, plusieurs séries de formations ont été organisées, d'autres sont prévues tout au long de cette année. Comme annoncé dans les titres, après l'étape de Farana, le ministre de la Défense nationale, l'État d'Aboula, dans le cadre de l'immersion gouvernementale, il a mis l'occasion à profit pour visiter certaines infrastructures de l'armée avant d'appeler le commandement à plus de vigilance. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. D'Aboula, le centre géographique de la Guinée, le ministre de la Défense nationale est à la compagnie d'infanterie. Dans ce camp, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara visite les infrastructures achevées, les installations techniques et échange avec le commandement sur les besoins immédiats et les perspectives pour une défense opérationnelle efficace. Notre unité est en train de monter en puissance
Vu que nous sommes au centre géographique de la Guinée, on doit être prêt opérationnellement pour toute éventualité. L'appel que nous lançons, c'est dire à l'autorité que vraiment nous sommes dans l'esprit de leur vision et on ne fait qu'obéir à tout ce qu'il nous commandera. Sur la place d'armes du camp de Dabola, le ministre de la Défense nationale a exhorté le commandement et la troupe à la vigilance et à la synergie d'action. De Dabola, nous voici le lendemain à Dinguiraye, la cité de l'âge Oumar Tall. Ici, le message de félicitations et d'encouragement du chef suprême des armées est transmis à la troupe des forces de défense et de sécurité. Éviter la violence. La violence n'a jamais résolu un problème. Approcher les populations, chercher à les connaître. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on a peur de lui. Mais quand on le connaît, on l'aime et on le respecte. Et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ce climat du vivre ensemble est bien observé entre les forces de défense et de sécurité et la population civile, comme en témoigne cette autorité religieuse invitée au camp pour la réception du ministre de la Défense nationale. Nous venons d'écouter le ministre de la Défense avec foi, parce que ce qu'il vient de dire, c'est ce que nous avons toujours aimé à entendre et c'est ce qui se vit à Dinguiraye avec nos forces de défense et sécurité. Et vraiment nous sommes contents, ça nous rassure davantage. On va continuer à dormir tranquillement et à faire tout avec nos forces de défense et sécurité. Par la suite, le ministre de la Défense nationale a visité les infrastructures réalisées dans ce camp. Il a rassuré que son département prend en compte les préoccupations exprimées. D'abord, c'est une fierté pour nous. Nos préoccupations, ça a été pris en compte. La hiérarchie doit continuer encore de venir sur le terrain, s'enquérir de la réalité que les hommes sont en train de subir sur le terrain. À Dinguiraye, finit ainsi les visites dans les unités militaires de Zérékoré et de Farana. Dans les temps à venir, le ministre de la Défense nationale et sa suite seront les hôtes des régions de Kankan, Labé et Kindia. Toujours dans la région de Farana, plus précisément à Dabola, où nous allons à la découverte de l'Ureli de Dabola. Quelle politique de relance? Quelques éléments de réponse avec Abdul Karim Kamara. La population du centre géographique de la Guinée tient à elle comme à la prunelle de ses yeux. L'huilerie de Dabola a failli disparaître mais a dû se réinventer ces dernières années sous plusieurs formes en vain. Problème, absence d'un fonds de roulement devant aider à approvisionner suffisamment l'usine en matières premières. Quand vous avez une unité industrielle, une entité qui fonctionne a besoin de fonds pour acheter de la matière première et transformer, déverser sur le marché. Et c'est ce fonds-là que l'unité industrielle n'a pas. À 20 km de Dabola, le champ sémencier de l'huilerie Andema est visité par l'équipe de l'immersion. Un domaine de 4000 hectares non sécurisé, ni aménagé et fait l'objet de spoliations par endroits. Seulement les deux tracteurs sont en bon état. Donc les charrues, les épandeurs d'engrais, on n'a pas d'autres. Il y a des outils qu'on n'en a pas. Surtout les outils de récolte. Tu peux faire un bon champ, tu fais les travaux d'entretien, mais si tu ne récoltes pas, ça agit sur le rendement. Retour à l'usine où les potentiels producteurs du bassin arachidier confèrent avec la délégation du ministère. Leur cri du cœur porte sur les prix fantaisistes fixés sur l'arachide, mais aussi l'augmentation des surfaces culturelles. Depuis que Mme la ministre de Tojaga Sidibé a été nommée au mois de mars 2024, elle a fait beaucoup de démarches avec l'équipe de cabinet concernant cette relance-là. Elle a invité tous les promoteurs qui sont concernés par cette relance, y compris Dabola. Ils sont venus exposer leurs difficultés. Donc à date, beaucoup de démarches sont en cours pour que cette relance soit effective pour le bonheur de tout Dabola. Un autre blocus à la relance est le statut juridique de l'usine, car à date, celui-ci est mixte, alors que le document est au nom d'un privé à 100%. Au niveau des machines, la chaîne centrale de l'huilerie de Dabola est apte à répondre à la production, même si les pièces d'autres compartiments sont à changer. Dans le reste de l'actualité, appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises, l'exercice touche directement l'administration des douanes. 20 vérificateurs développent leurs compétences sur la valeur en douane et certificats de visite. C'est un projet financé par le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement. Mohamed Seyar Souma. Qualification du personnel douanier,
400 soldats de l'économie sont déjà outillés sur le renseignement et le contrôle douanier. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de l'unité de coordination et d'exécution des projets UCEP. La valeur en douane et certificat de visite sont deux nouvelles thématiques à l'ordre du jour. La session profite à 20 vérificateurs. La valeur en douane permet aux douaniers d'asseoir l'assiette des droits et taxes. Et les droits et taxes, c'est le renflouement des caisses de l'État. Donc si on n'évalue pas bien les marchandises en douane, il va sans dire que la mobilisation des recettes va connaître des impacts. Alors, si on évalue très bien, nous pourrons mieux mobiliser les recettes. Alors, cette thématique est d'autant plus importante que j'ai demandé à ce que l'ICEP nous accompagne encore une fois, non seulement de former nos vérificateurs ici à Conakry, mais aussi de former et surtout des jeunes, beaucoup de jeunes. C'est dans le cadre de l'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Les recommandations sont formulées par la Direction générale des douanes. UCEP, structure partenaire, se montre réceptive. Des exigences par la suite attendent les entités bénéficiaires. C'est vraiment le renforcement des capacités de nos cadres, de l'administration, afin de vraiment améliorer tout ce qui est mobilisation de recettes fiscales. Et déjà, on attend des différentes structures bénéficiaires du projet, la transmission du plan stratégique de ces structures-là pour pouvoir analyser et prendre en compte dans le cadre de la formulation de nouveaux projets. La session sur la valeur en douane et certificat de visite va durer 4 jours. Elle sera suivie de la formation de 20 opérateurs économiques sur les règles d'origine CEDEAO et ZLECAf. Le financement est conjointement assuré par le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement. C'est une promesse de la société ISAT Trading SA, 40 000 tonnes de riz pour alléger le panier de la ménagère. Ces choses faites, la quantité est disponible depuis ce week-end au port autonome de Conakry à ligne de mire, soulager les fidèles pendant cette période de Ramadan qui coïncide avec le carême. On fait le point tout de suite avec Bakary Bambakonde. À l'approche du mois saint de Ramadan, ISAT Trading SA a tenu sa promesse en envoyant 40 000 tonnes de riz destinées à soulager le panier des ménagères. Cet envoi réalisé en collaboration avec l'État vise à soutenir les fidèles durant la période de jeûne et de partage. Le riz déjà arrivé sera vendu à un prix très abordable selon l'entreprise. La dernière fois, on avait dit que les 40 000 tonnes, n'est-ce pas, vont atterrir. Et aujourd'hui, chose promise, chose faite. Ceci est vraiment une réjouissance. Et nous disons merci, n'est-ce pas, au PDG. Mais également, nous tenons aussi à dire merci au gouvernement guinéen qui n'a ménagé aucun effort pour, n'est-ce pas, l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette mission. Sous l'égide des autorités du pays, notamment celles en charge du commerce, des mesures seront mises en place pour assurer une distribution équitable et rapide. C'est une joie parce que la population guinéenne, nous savons que le riz, c'est l'aliment de base. Et quiconque avoir le riz en Guinée aide la population, et par ricochet aide le président de la République parce qu'il aide tous les citoyens de la République. 40 000 tonnes, à la part, les 40 000 tonnes qu'il a envoyées, ça nous a plu. Le Ramadan qui approche, général Mamadi Doumbouya Ibrahim Sol Sidibé veut vous aider. Aidez ceux qui veulent vous aider pour qu'ils puissent vous aider. En rendant ce produit accessible à un prix abordable, ISAT Trading SA veut contribuer au bien-être des ménages et rappeler l'importance du partage et de l'entraide au mois saint. Dans le registre de la logistique portuaire, un partenariat est noué pour améliorer la fluidité dans le transport des marchandises. Un partenariat susceptible d'améliorer l'acheminement des cargaisons et réduire le coût du fret. Des dispositions visant à soulager les opérateurs économiques. Explication, Foudi Kamara. Pour améliorer la connectivité, Africa Global Logistique vient de sceller un nouveau partenariat stratégique avec le groupe COSCO, l'un des leaders mondiaux du transport maritime qui effectue déjà sa première escale au port de Conakry. Ce partenariat vise à renforcer l'acheminement des marchandises vers le port de Conakry, ceci en garantissant une meilleure fluidité des opérations et une logistique compétitive. Ce partenariat vise à améliorer l'acheminement, le délai d'acheminement des conteneurs
vers le port de Conakry. Donc il y a la disposition opérationnelle aussi qui ont été prises en local pour non seulement le traitement rapide des navires et dans la sécurité et avec un délai de stationnement aussi des navires très réduit qui va arranger aussi le coût. Grâce à cette collaboration, Africa Global Logistique compte mettre à la disposition des opérateurs des solutions innovantes afin de bénéficier d'une interconnexion des routes maritimes internationales. Au bout du tunnel, il s'agit d'assurer une prise en charge efficace des marchandises dès leur arrivée à Conakry. L'impact de ça, en fait, avec un transit time, un délai de transport, genre de la Chine vers le port de Conakry sera réduit. Donc, et ça c'est un. Deuxièmement, le tarif aussi, le fret, le coût de transport aussi d'un conteneur de l'étranger vers le port de Conakry sera réduit. Et le délai aussi de traitement des navires au port de Conakry, parce qu'il y a déjà un travail collégial entre le shipping AGL et Conakry Terminal, le manutentionnaire et l'armateur aussi. Donc chacun de son côté joue sa partition pour la très bonne marche des opérations. Avec son expertise dans le transport maritime et sa flotte de porte-conteneurs modernes, l'arrivée du groupe COSCO en Guinée permettra de révolutionner le transport maritime. À la Société des eaux de Guinée, une pratique malsaine à la peau dure. Il s'agit du vol et du vandalisme. Elle touche directement les installations techniques. La semaine dernière, un malfrat a été appréhendé dans la commune de Lambagny en train de couper les câbles d'alimentation des fourrages. C'est la desserte en eau potable qui prend un sérieux coup. N'est-ce pas, Nabi Kamara? La Société des eaux de Guinée, toujours confrontée au vandalisme de ses installations dans les différents sites de production d'eau potable ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Un phénomène qui prend de l'ampleur au point de compromettre le fonctionnement normal de cet établissement public. Essentiellement aujourd'hui, ce sont les câbles qui font l'objet d'assez de convoitises et donc qui font l'objet de vandalisme. Figurez-vous, le dernier cas en date qui est hier, c'est sur un linéaire de près de 40 mètres qu'un voleur a été appréhendé. Les gens sont sans état d'âme et ils s'attaquent aux installations. Sans oublier le coût d'achat et de mise en œuvre de ces installations coûte des milliards, mais eux, c'est pas ce qui les intéresse. Le dernier cas remonte en début de semaine à Kobaya, dans la commune de Lambagny. C'est un certain Aboubakar Sako, que vous voyez ici en image, qui a été appréhendé en train de déterrer les câbles qui alimentent les forages en énergie électrique pour donner de l'eau potable aux ménages de Conakry. Nous avons des installations qui sont sur le site, qui ont été vandalisées aujourd'hui. Parmi ces installations, nous avons 2 forages industriels qui ont été victimes de vandalisme. Sur ces 2 forages, on a constaté effectivement que le FK7, le coffrage a été attaqué, les câbles ont été sectionnés, le forage F8, FK8 aussi qui a aussi son câble qui a été déterré sur 40 mètres linéaires. Son fourreau a été sectionné à plusieurs niveaux. Qui parle de l'eau, parle de la vie. S'il n'y a pas l'eau, la population, par mécontentement, sera dans les rues. Donc ces gens-là, ils n'ont qu'à se tenir prêts. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Chaque citoyen est donc sollicité dans ce combat contre ces malfrats qui sabotent les installations de la Société des eaux de Guinée. Espace santé tout d'abord vers l'identification des métiers inexistants dans le système sanitaire en Guinée. L'exercice est piloté par l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, la division des ressources humaines du dit département. Objectif, intégrer ces métiers dans les curricula de formation pour renforcer les prestations au niveau des structures sanitaires. Tcherno Marfba, Fanalabaya Kamara. Les différentes épidémies qui ont secoué la Guinée ces derniers temps ont aussi éprouvé le système sanitaire, d'où l'identification des métiers inexistants dans le système sanitaire, notamment les épidémiologistes de terrain, la prévention contre les infections et autres pathologies. Quand tu parles de professionnels de la santé, on va te parler de médecins, on va te parler de pharmaciens, on va te parler de sages-femmes, d'infirmiers, d'agents techniques de santé. Pourtant, en plus de cela,
il y a d'autres professionnels, comme des ambulanciers, comme des agents techniques de surface. Et ceux-là, ils n'ont pas de statut dans notre secteur. C'est pour cela qu'il est difficile de prévoir un plan de développement des ressources humaines concernant ces autres professionnels de santé. Il était donc indispensable et surtout, il est impérieux que cela soit identifié et qu'ils soient intégrés, qu'ils aient un statut comme personnel de santé afin de développer des curricula de formation les concernant. À Kindia, la rencontre qui s'est déroulée pendant une semaine devrait intégrer ces métiers inexistants dans le curricula de formation. Cet atelier-là, c'est pour l'identification de ces métiers qui ne sont pas connus et pour que nous aussi, à travers cet atelier, que les ressources humaines, dans un premier temps, parviennent à définir effectivement les missions de ces nouveaux métiers, connaître leur niveau hiérarchique. Pour connaître un système de santé efficace, il faut des ressources humaines diversifiées, qualifiées et en quantité suffisante. Cette rencontre a regroupé en plus des acteurs impliqués dans l'amélioration des soins de santé primaire, mais également les départements ministériels sectoriels évoluant dans le cadre de la formation du personnel soignant. Les bonnes pratiques de l'art culinaire contre la malnutrition des tout-petits, astuces de prévention contre le sida. Au cœur d'une journée de sensibilisation à Kankan, le projet porté par le réseau d'appui au développement communautaire et à l'éducation. Il s'intéresse aux jeunes filles défavorisées pour un changement de mentalité. Diamokaba. Au centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin de Kankan, un débat est ouvert. Au cœur des échanges, la lutte contre le sida. Un débat organisé par le réseau d'appui au développement communautaire et à l'éducation civique pour un changement de comportement en matière de prévention. Devant ces jeunes filles, la plateforme apporte des solutions avec des astuces de protection. Nous avons reçu des informations sur beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc désormais, nous pouvons à notre tour sensibiliser nos sœurs dans les quartiers. Nous remercions les initiateurs. La campagne de sensibilisation sur le projet de réduction de la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 23 mois est aussi lancée. Elle s'intéresse aux filles non scolarisées, déscolarisées et futures mères. Les bonnes pratiques de l'art culinaire sont défendues. En matière de cuisine équilibrée, les connaissances sont approfondies pour le suivi de la croissance de l'enfant. Changer l'alimentation de la jeune fille, de la fille mère ou de maman, c'est très important pour l'épanouissement des enfants. Donc d'où nous avons commencé à faire l'art culinaire avec les tubercules. Donc je pense que toutes ces filles qui étaient ici, là où ces femmes qui sont ici, sont capables de reproduire cette recette-là. À base de rien du tout, c'est des produits locaux, ça ne prend pas trop de temps et c'est très nutritif. L'UNICEF ACRI devra nous accompagner pour les former sur les bonnes pratiques nutritionnelles, mais aussi sur les démonstrations culinaires. Donc comme vous le savez, la malnutrition est un problème de santé publique qui interpelle toutes les couches de la nation pour que nous prenions garde afin de booster cette malnutrition à travers nos produits locaux. Dans la savane guinéenne, le projet touche les préfectures de Mandiana, Sigri et Kankan. La lutte contre le sida et la malnutrition des tout-petits, un combat au quotidien du réseau d'appui au développement communautaire et à l'éducation civique. Un combat soutenu par l'UNICEF. La vaccination contre certaines pathologies permet une croissance et immunise contre les handicaps pendant la jeunesse, d'où l'implication des ménages pour intensifier la mobilisation. À Kindia, les points focaux, Jarre et Équité se concertent pour accompagner la croisade. L'idée est de les former en communication interpersonnelle. Yaya Silla. La santé des enfants dans les communautés passe nécessairement par la vaccination de tous les enfants. Cela implique la mobilisation de toutes les couches, d'où cette formation des points focaux du Jarre et Équité dans les 11 districts sanitaires. Nous avons la chance d'avoir suffisamment de vaccins dans nos structures de santé. La logistique est renforcée, il y a eu des motos, il y a eu des réfrigérateurs. Ce qui reste encore, c'est vraiment sensibiliser la population. Alors la présence de cet atelier-là, c'est pour former des formateurs qui, à leur retour dans leur district, vont former les chefs de centre, les chargés de PEV pour améliorer leurs compétences afin que la sensibilisation puisse être réalisée de façon à ce que la population
acceptent de se faire vacciner. Il y a des districts qui sont prioritaires par rapport au projet, du fait que le nombre d'enfants zéro dose sous-immunisés est extrêmement important, parce qu'avec les chiffres actuels, 2800 et quelques enfants en 2021 qui n'ont pas été vaccinés, 50% de ces enfants se trouvent dans 11 districts prioritaires. Les points focaux désormais formés vont s'atteler à mobiliser les communautés autour des campagnes de vaccination. L'État a rénové beaucoup de centres, a fait des constructions et a doté ces centres-là de vaccins. Donc on a compris qu'il y a, oui, il y a les vaccins, oui, il y a la reconstruction des hôpitaux. Mais est-ce que les personnels sont suffisamment qualifiés pour pouvoir rehausser le niveau vaccinal dans ce pays? Cela est une force pour le programme élargi afin de diminuer le taux de zéro dose des enfants sous-immunisés et de renforcer l'immunité de tous les enfants à travers les districts sanitaires prioritaires qui sont focus du projet. La rencontre de Kindia est organisée ici par le programme élargi de vaccination PEV en collaboration avec les ONG Gavi et Health Focus. Des équipements pour le service diabéto de l'hôpital régional de Conakry, situé dans la commune de Tombolia. Une action d'un de nos compatriotes pour faciliter la prise en charge des patients admis dans cette structure sanitaire. En plus des problèmes d'équipement, d'autres situations ont été évoquées lors de cette remise, notamment l'accès du site qui est devenu un véritable parcours du combattant. Nabilay, Moussa Kamara, Marwan Kamara. Des fauteuils roulants et des ambulateurs pour le personnel du service diabétologie de l'hôpital régional de Conakry. Le donateur Mamadou Diakakaba, constatant les difficultés auxquelles sont confrontés les patients et le personnel du service diabétologie lors de sa toute première visite dans cet établissement sanitaire, fait parler son cœur en vue de mieux prendre en charge les personnes atteintes du diabète. Il est nécessaire pour tous les Guinéens de penser aux gens qui souffrent. J'ai amené ma marate ici qui est aussi diabétique. On est resté de 8h à 17h et j'ai bien observé pas seulement le malade que j'ai amené, mais aussi les autres. Et j'ai vu que vraiment il est nécessaire d'apporter fauteuil roulant à l'hôpital régional de Conakry. Confronté au manque de moyens de mobilité pour assurer le déplacement des malades admis dans ce service situé au 3e compartiment de l'immeuble, le responsable de l'hôpital régional de Conakry décline la valeur de ce coup de main. C'est un geste magnanime qui va droit au cœur. Un citoyen, de façon surprise, se lève comme ça pour nous faire des dons, pour nous aider à nous améliorer, nous aider à améliorer la qualité de prise en charge des patients, ne peut être que salutaire. Il a pensé à ses parents parce que ses parents ont visité l'hôpital là et a vu dans quelles conditions le personnel travaille. À la mémoire de ses parents, je ne peux que prier pour leur âme, que leur âme repose en paix dans le paradis céleste. Situé dans la banlieue de Conakry, l'hôpital régional de Conakry accueille plusieurs centaines de patients par jour. Par contre, son accessibilité demeure un véritable problème pour les patients et leurs parents. Les femmes de Bambeto, Amdallah, Koza et Daré disent oui aux idiots du CNRD. Elles l'ont fait savoir ce week-end à travers une mobilisation, l'initiative du mouvement des femmes leaders de l'Axe pour le développement. Moussa Kouyaté. C'est une manifestation qui a touché plusieurs quartiers de la commune de Kaloum. Ces femmes sont venues témoigner leur soutien aux réformes engagées par le président de la République. On veut juste dire au général qu'on est avec lui. Vous avez vu tout ce monde-là. L'Axe dit oui, toutes les femmes de l'Axe sont venues aujourd'hui en ville. Le nom de l'Axe, on dit souvent il y a des grèves. Et là, les dames ont décidé que plus jamais il y aura de grève sur l'Axe. Donc c'est pour ça ce matin on est venu pour dire au président que l'Axe soutient. En marge de cette mobilisation, le mouvement des femmes leaders de l'Axe pour le développement a demandé des doléances au président général Mamadi Doumbouya. Les violences basées sur l'Axe, l'insécurité, la cherté de la vie, le manque d'eau potable, le manque d'hôpitaux, d'infrastructures sanitaires, la formation professionnelle des femmes, artisanat, couture, coiffure, tissage, teinture, saponification, soutien ou subvention de l'État pour nos projets agro-pastoraux en zone rurale. On est là pour soutenir le président Mamadi Doumbouya
les femmes le soutiennent pour tout ce qu'il fait. Les femmes ont pris conscience du dégât qui se passe sur l'axe. Les enfants sont victimes et puis vraiment, elles ne souhaitent plus que leurs enfants meurent dans la politique. Ces femmes se sont engagées à sensibiliser davantage les jeunes dans les quartiers afin d'éviter toute forme de violence. À Kaloum, la protection des infrastructures et la sécurité des travailleurs face au risque d'incendie se posent en termes de défis. Dans cette optique, un partenariat est scellé avec SICA Global Service pour l'installation d'extincteurs au sein des bâtiments. Il s'agit de renforcer la prévention et garantir la sécurité des employés. Aboubakar Bangoura, Djena Boubari. Ces dernières années, Conakry, la capitale, ainsi que plusieurs villes de l'intérieur du pays ont été frappées par une série d'incendies récurrents. Dans la plupart des cas, les installations électriques défectueuses sont pointées du doigt comme étant la principale cause de ces sinistres. Soucieuse de la sécurité de ses habitants, la délégation spéciale de la commune de Kaloum a pris les devants en signant un partenariat pour l'installation d'extincteurs dans les ménages du centre administratif. La commune de Kaloum regorge tellement de documentation, donc il faut sécuriser les documents en mettant des systèmes anti-incendie qui peuvent se déclencher automatiquement. Cette initiative d'installation d'extincteurs s'inscrit dans une démarche de prévention des risques d'incendie. Et on est très content, très heureux. Et quand on installe ça pour, non seulement ça y va dans la sécurité du personnel, les travailleurs, et même la population même de Kaloum. Depuis très longtemps, c'est un projet qu'on a voulu réaliser. On n'avait pas un partenaire. Et quand il est venu, on a commencé ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour J. L'idée, c'est de mettre partout. L'objectif, c'est de préserver la sécurité, assurer la sécurité des travailleurs. Donc, pour rapport à quelqu'un qui connaît ce que c'est qu'un incendie, pour gérer ça, il faut des extincteurs. Donc, c'est des dispositions à prendre pour ne pas que les travailleurs soient exposés. Avec cette initiative visant à doter les ménages d'extincteurs, un nouvel espoir renaît à Kaloum, une commune durement touchée par des incendies causés en grande partie par des courts-circuits ayant réduit de nombreux biens privés en cendres. L'inclusion sociale des enfants porteurs de handicap, une priorité. Plusieurs enfants de la Cité de Solidarité bénéficient de kits scolaires pour leur permettre de continuer le processus scolaire entamé. Le geste est de l'artiste Alpha Baba Bambino Diabaté qui appuie le gouvernement guinéen dans l'éducation des enfants. Mohamed De Camara. Lui-même porteur de handicap, Alpha Baba Bambino Diabaté, à travers ce geste, envoie un signal positif vers certains enfants élèves porteurs de handicap de la capitale. Il offre ses kits scolaires à 7 couches en situation de vulnérabilité. Cet engagement humanitaire envers ses élèves vise à donner la chance à tous les enfants sans discrimination à mener un processus scolaire solide au même titre que les enfants normaux. Je connais ce que signifie le handicap. Donc pour moi, c'est tout à fait normal de venir aider mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Donc je demande à tout le monde qu'on se donne la main pour pouvoir améliorer la vie des enfants en situation de handicap. Nous voudrions vraiment que ce genre d'accompagnement soit imité par d'autres bonnes volontés afin que les personnes handicapées vivent mieux et surtout qu'on coupe le cycle de la mendicité. Cet appui de cette bonne volonté accompagne l'État dans son ambition de donner aux enfants guinéens sans exception une éducation de base irréprochable. La remise d'équipements à des enfants qui leur permettent de continuer le processus scolaire participe de la vision de Madame de faire plus la protection pure et dure, la protection réelle. Donc on se réjouit que M. Alpha Bambino ait rejoint ce navire-là pour permettre à ce que beaucoup d'enfants, beaucoup de bonnes volontés nous viennent en aide. La volonté du donateur est de pérenniser cette action dans l'intérêt spécifique des enfants porteurs de handicap. Inauguration de la mosquée Fodé Bakari Kamara de Koliadi, commune urbaine de Kindia, un édifice entièrement rénové qui offre désormais un cadre moderne et spacieux fidèle à quelques jours du mois saint de Ramadan, un lieu de culte qui devient un repère spirituel et communautaire dans cette région. Cheikh Sanoussi Sankon, de retour de Koliadi.
Voici la mosquée de Koliadi 1. Située dans la commune urbaine de Kindia, elle porte désormais le nom de Fodé Bakary Camara. Cet édifice, réalisé par les fils du terroir, est construit sur une superficie de 650 mètres carrés et a été officiellement inauguré ce vendredi 14 février 2025 en présence d'une forte mobilisation de fidèles venus de tous horizons. La mosquée que nous inaugurons aujourd'hui a été construite en dur par nos grands-parents en 1953 et rénovée en 2024 par un fils du terroir, témoignent les filles et les fils de la localité. La famille de Koliadi et ses alliés vous remercient pour votre présence à cette cérémonie religieuse. Nous remercions tous les fidèles musulmans qui sont venus communier avec El Hadj Mohamed Saliou, le grand imam de la grande mosquée, pour faire des prières pour la Guinée. Fondée en 1953 par les premiers résidents du quartier, la mosquée a bénéficié d'une reconstruction complète. Avec une capacité d'accueil de 500 personnes, le nouvel édifice comprend plusieurs infrastructures annexes, dont une morgue, un bloc de toilettes, un espace aménagé pour les ablutions et une salle polyvalente dédiée aux séances de lecture, aux réunions et aux cérémonies à caractère islamique. Quand vous regardez dans les 33 quartiers, beaucoup de quartiers avaient de bonnes mosquées par rapport à nous. Et notre quartier Kodi, ça fait partie des anciens quartiers de cette grande ville qui est Kindia. Toutes les mosquées des quartiers de Kindia étaient rénovées sauf Koliadi. Si aujourd'hui une vieille mosquée a été reconstruite et inaugurée aujourd'hui, c'est la joie, c'est la grande joie. Désormais ouverte aux fidèles musulmans de Guinée, la mosquée Fodé Bakary Camara de Koliadi 1 figure parmi les plus grands et imposants édifices religieux de la région Kindia. Sa reconstruction répond à un besoin essentiel de la population locale, offrant un lieu de culte moderne et adapté aux exigences spirituelles et communautaires. À présent, je vous amène à la découverte de la cité historique de Kanfarandé. Elle est située à 45 km du centre urbain de Boké, appelée autrefois Victoria par les colons. Elle a été occupée par les Anglais et les Français. Le commerce était florissant avec l'arrivée des navires en provenance de la vieille Europe. Mais aujourd'hui, seuls les bâtiments qui étaient occupés par les commerçants libanais résistent à l'usure du temps. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est réalisé par l'équipe basée dans la région, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. À 45 km du chef-lieu de la préfecture de Boké, la sous-préfecture de Kanfarandé, autrefois appelée Victoria, cette ville abrite des sites historiques particuliers dans l'histoire de Kakandé. La présence de ces bâtiments coloniaux qui datent de 1950 et du port commercial en est une illustration. Pendant la période coloniale, 3 colonies se sont succédées dans cette partie située au nord-ouest de Boké. Cette ville a été baptisée par les Anglais du nom de Victoria. Les premiers colons qui ont touché du pied ici étaient des Portugais, qui ont été délogés, sinon déplacés par les Anglais. Ce sont les Anglais, lorsqu'ils ont occupé ici, ils ont donné le nom de la ville à la reine Victoria. Entre les Anglais et les Français, il y a eu des ententes. Victoria a été rendue à la France. C'est ainsi que, les années 50, la France a occupé et a loti tout Victoria. Les premières installations économiques ont commencé vers les années 50. Entre autres, le dispensaire là. L'école primaire, la poste, la douane, qui était là avec un camp de douaniers, la police en haut, qui était là avec un camp de police. À l'époque coloniale, Kanfarandé était un carrefour commercial avec la présence de différentes nationalités, notamment les Libanais et les Anglais. Et toutes les semaines, quelques navires en provenance de l'Europe accostaient ici au port. L'arrivée de ces navires créait un véritable engouement dans la cité. L'ouverture fut faite. Toutes les représentations commerciales d'alors à Conakry se sont déplacées sur Victoria.
dont entre autres Esquois, dont le bâtiment on vient de parler. Ici, c'était l'Ekoya, les Grecs. PZ était là. La compagnie était dans l'autre petit port. S'ajoute à cela les Syriens, les Libanais, dont entre autres Klet, Soufan et autres. Donc Victoria avait toutes les représentations commerciales qui existaient à Conakry. Ce qui a valu la réalisation de ce port à l'époque et qui a amené toutes les semaines un navire Conakry pour Victoria. Massina, Tana, Nunez, Capatchez étaient les navires qui venaient régulièrement ici. Chacun de ces conducteurs n'était pas de Kamfarandé, mais chacun a eu à épouser une fille de Kamfarandé. La route là est notre Champs-Élysées. Lorsque le bateau est au large, qu'on appelle Surubé, il sonne, la ville est mobilisée. Les gens se tiennent propres. Dans les années 50, la communication était également fiable à Victoria. À partir de la poste, les citoyens pouvaient appeler leurs parents de partout. Mais quelques années après, la ville s'est vidée et les boutiques et magasins sont fermés. Deux raisons majeures expliquent ce départ massif des populations. On pouvait nous appeler ou on pouvait appeler à partir de la poste l'intérieur et l'extérieur du pays, partout où il y avait le téléphone. Moi, j'étais là en 1966, j'étais au lycée technique. Lorsque une de mes belles-sœurs devait quitter Conakry, on dit « Ah, monsieur Ben, oui, on te demande à la poste. » J'avais reçu un télégramme pour m'annoncer l'arrivée de ma belle-sœur. Donc tout était là. La ville s'est vidée, parce que l'abolissement du commerce en 1964 a amené toutes ces boutiques à fermer et à partir. Ensuite, vers les années 70, Kamsar ouvre les portes. Les bras valides sont allés pour travailler. Donc les deux événements-là ont vidé Victoria de son contenu d'alors. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Kamfarandé compte 15 districts avec une population d'environ 36 000 habitants composée de 14 ethnies dont les Nalou, les Landoma et les Baga. Dans l'actualité également, en immersion gouvernementale, le ministre de la Culture en compagnie de ses homologues de la promotion féminine et de l'enseignement technique a visité le musée préfectoral de Kissidougou, un site qui ne répond plus aux normes liées à la conservation des valeurs culturelles. Moussa Moïse Silla est surpris du contenu et promet d'agir vite pour sauvegarder ces patrimoines matériels qui appartiennent à plusieurs communautés. Koumara Moussa, envoyé spécial. Le musée préfectoral de Kissidougou accueille le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. En compagnie de ses homologues, Moussa Moïse Silla est marqué par le contenu de cette sentinelle qui protège encore jalousement l'identité culturelle de plusieurs communautés. Les objets que nous avons vus ici sont d'une grande valeur. Mais ces objets ne connaissent pas de valorisation, ne connaissent pas de mise en lumière. Et l'abri même de ces objets ne donne pas envie aux visiteurs de venir. Donc il y a un travail sérieux à faire et le ministère va s'employer à ce que le minimum soit d'abord fait très rapidement pour que le musée préfectoral de Kissidougou puisse avoir une certaine couche de peinture, faire peau neuve. Dans ce musée, on y découvre plusieurs objets d'art tirés de la mythologie Kissi, Kouranko, Malinké, Lélé ou encore Baga. Contenu, on l'a pu obtenir, c'est grâce à une stratégie qu'on appelle collecte. Voilà, et cette collecte d'œuvres d'art se passe dans les communautés. Voilà, il faut d'abord passer par une séance de sensibilisation, appeler les communautés, donner l'importance de ces œuvres, de ces objets. En plus, vous lancez aussi un appel à la communauté pour leur dire que ce matériel ne sera pas vendu, voilà, mais ce matériel sera conservé. Poursuivant sa visite, le ministre Moussa Moïse est venu visiter la bibliothèque préfectorale Alpha Fofana, une bibliothèque vide de contenu avec des œuvres non adaptées au programme enseigné. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver quelques livres
qui vont nous aider ici à faire la lecture, la découverte. Surtout, il y a des candidats parmi nous. Ils auront besoin des romans de la terminale et la 10e année aussi. Face à cette sécheresse de documents, le ministre de la Culture a promis avant de quitter les lieux de trouver très rapidement une réponse afin de donner aux élèves de Kissidougou le goût de la lecture et permettre aux candidats des différents examens de se préparer. Destination Inde où se déroule le festival international sur la culture et l'artisanat. La Guinée, représentée à ce rendez-vous par la troupe Batafon de Bokeh, elle a livré ses toutes premières prestations à cet événement qui mobilise 50 pays venus de 4 coins du monde. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Bosman. Une mosaïque de sonorités inspirée de la diversité culturelle de Bokeh, intitulée Rythme des Kakandé. Une richesse traditionnelle que la troupe Batafon de Bokeh exhibe devant un public émerveillé et séduit par la prestation des ambassadeurs de la culture guinéenne à cette 38e édition du festival Surakunj International Craft Mela en Inde. Une vitrine prestigieuse qui mobilise une cinquantaine de pays venus des 4 coins du monde. Nous avons suivi cet après-midi la prestation de la République de Guinée. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique à vrai dire. Je me suis même déplacé vers les artistes pour féliciter parce que ça m'avait vraiment attiré. Et je dis bravo aux formateurs qui ont surtout formé les artistes. Un spectacle inédit qui se déroule en présence de la représentation diplomatique de la Guinée à New Delhi. Une fierté de voir ces talents qui témoignent le dynamisme culturel du pays sur la scène internationale. En voyant la troupe Batafon sur scène ici, ça me fait du plaisir. Et je trouve que la Guinée a du potentiel à faire valoir partout à travers le monde. Parce que cette prestation que je viens de voir, je me suis senti directement dans la salle du Palais du Peuple où les différents talents s'expriment, n'est-ce pas, dans notre pays. C'est une grande fierté, n'est-ce pas, de venir assister, n'est-ce pas, à ce festival. Galvanisée par la première prestation qui a marqué le public, la troupe Batafon dit réserver d'autres surprises alléchantes, encore plus riches en couleurs, pour la suite du festival qui prendra fin le 23 février prochain. À présent, les échos du spectacle caritatif de l'artiste malvoyant Ouri Diallo. Cet événement a connu une mobilisation des mélomanes, tous unis pour la même cause, soutenir les personnes en situation de handicap à travers son art. Il a su égayer les spectateurs avec des titres comme la Guinée. Voyons tout cela avec Maïmouna Bella Diallo. Ouri Diallo, connu pour sa voix envoûtante et son talent exceptionnel, a captivé le public avec des performances émouvantes. Malgré sa malvoyance, il a su transmettre au public des émotions puissantes à travers sa musique, prouvant que la passion et le talent n'ont pas de limite. Qu'il y ait des initiatives, qu'on aide les artistes. Il ne faut pas aller se cacher là-bas, dire ce que tu as envie de dire et que tu aies des cadeaux. Viens sur scène, ceux qui t'aiment viendront te donner tes cadeaux ici sur scène. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça le vrai artiste, c'est la scène. Ce spectacle a été l'occasion de sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes malvoyantes. Des témoignages poignants ont été partagés, mettant en lumière l'importance de l'inclusion et du soutien communautaire. Vraiment, ce qu'il est en train de faire là, si toutes les personnes handicapées faisaient comme ça, nous ne serons pas à ce niveau. Lui, il a refusé la mendicité pour apprendre un métier. Donc aujourd'hui, il a notre fierté, il a la fierté des personnes vulnérables. Les fonds collectés lors de ce spectacle contribueront à améliorer les conditions de vie de cet artiste en situation de handicap. Mais s'il y a des personnes de bonne volonté comme M. Télissal qui a octroyé un domaine de 500 mètres carrés, et cela c'est à saluer. Je sais que d'autres bonnes volontés vont l'accompagner pour construire une belle maison pour que Ouri Diallo termine sa carrière et puisse loger
décemment sa famille. Si une personne possède un handicap, on ne doit pas l'ignorer ni le négliger. Cette personne a besoin d'un soutien pour que ce handicap soit corrigé par l'instruction ou l'apprentissage des métiers afin qu'elle puisse se prendre en charge. Plusieurs autres artistes de grande renommée comme la diva Binta Lalisso et tant d'autres ont égayé les mélomanes. Des moments forts où la musique et la solidarité se sont rencontrés pour une belle cause. Les organisateurs de cet événement s'engagent pour un monde plus inclusif. Enfin, page noire, c'est une immense perte pour la famille du football guinéen. Ibrahima Soriba, communément appelé Marco, secrétaire général du Afia Football Club, nous a quittés ce week-end à Conakry. Ce lundi, parents, amis et proches se sont fortement mobilisés au stade Petit Sori de Nongo pour lui rendre un dernier hommage. Le film de l'événement avec Daoudaba. Né en 1970 à Conakry, il a été administrateur de Podium Magazine, du journal Fax et du site Le Conacrica. Son engagement pour le football l'a amené à occuper le poste de chargé de communication du club Afia FC de 2013 à 2020. Le 27 avril 2022, il a été nommé secrétaire général du club, fonction qu'il a occupée avec rigueur et dévouement jusqu'à son dernier souffle. Tu as décidé de nous quitter après avoir vécu 55 hivernages, entamé le 14 juillet 1970 à Conakry, où tu as vu le jour, plongeant ainsi le football guinéen dans le désarroi et la consternation. Papa, tu es notre héros et tu le seras pour l'éternité. Et je sais que tu veilleras sur nous de là où tu seras. Désormais, papa, tu es parti trop tôt, beaucoup trop tôt, mais je sais que tu es toujours avec nous. En souvenir d'un père aimant et bienveillant qui a touché tant de vies, mon père, mon repère, je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Ibrahima Soriba, dit Marco, laisse derrière lui une épouse éplorée et 4 enfants orphelins, dont un garçon. Véritable mémoire vivante du club Afia Football Club de Conakry, Ibrahima Soriba, dit Marco, en était l'âme administrative et le gardien des valeurs qui ont forgé sa renommée. Marco appartenait à cette génération d'étudiants, cette génération qui a donné les meilleurs éléments au journalisme guinéen. Marco en classe m'avait impressionné par sa plume. C'est l'une des meilleures plumes que j'aurais eu à gérer dans une salle de classe. Aujourd'hui, je suis très triste et je dois saluer l'amitié, la fidélité et surtout la constance de Marco. Il me laisse un goût amer parce que né en 1970, une personne ayant plusieurs casquettes, journalisme, culture et sport, moi je me dis que la Guinée a encore besoin de Marco. Le football guinéen perd donc un de ses piliers. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du sport national. Repose en paix, Ibrahima Soriba, dit Marco, au pays de tes ancêtres, sous les pieds des baobabs du royaume du silence. Amen. Marco Ibrahima, que la terre de Guinée que tu as tant aimé servir te soit légère. Amen. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.